Donc, effectivement, c'est un gros défi qu'on m'a demandé, c'est-à-dire d'essayer de tracer un portrait empirique de l'islam au Québec. Ce que j'ai tenté de faire et ce que je n'ai pas réussi à faire. En fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est la question qu'on pose souvent, c'est combien y a-t-il de femmes voilées au Québec? Et c'est une question à laquelle il est possible de répondre, mais il est très difficile de répondre. Dans le recensement que nous avons et les différentes enquêtes d'organismes que nous avons, on ne pose pas cette question. On pose la question sur la pratique, on pose la question sur l'appartenance, mais on ne pose pas la question sur portez-vous le voile ou pas. Mais néanmoins, j'ai quand même fait une estimation. J'ai quand même fait une estimation de la présence des femmes musulmanes et à partir de là, on pourrait avoir une idée à peu près de la présence des femmes qui se voilent et encore une idée très large parce qu'on est dans un intervalle, tu sais, vraiment. Et donc, ce que j'ai recensé selon le recensement de 2011, c'est que au Québec, je parle vraiment plus du Québec que du Canada, c'est qu'il y aurait 114 000 femmes musulmanes au Québec, déclarées selon le recensement de 2011. Et donc, ça ne veut pas dire que ces 114 000 femmes se voilent. Bien, tu sais, il y a un nombre bien moins important qui se voilent que les 114 000. Pour essayer d'avoir un chiffre un peu plus proche, et donc ici, on est dans un maximum, tu sais, et on a donc, c'est beaucoup plus en dessous que ce que je présentais. On sait que, par exemple, dans l'islam, un des préceptes voudrait que les jeunes filles commencent à se voiler à partir de l'âge de 9 ans. Donc, de ce groupe ici, j'ai amputé la portion de filles qui avaient 9 ans et moins, et ça me donne un total de 110 000 femmes musulmanes qui potentiellement pourraient porter le voile. Mais selon les recherches que j'ai faites parallèlement à ça, sur la moyenne d'âge à laquelle les jeunes filles commencent à porter le voile, la moyenne d'âge s'approche plus de 14 ans. Donc on pourrait, sans trop se tromper, amputer la catégorie des jeunes filles de 15 ans et moins de ce total des femmes musulmanes au Québec. Ce qui donnerait finalement un nombre de à peu près 80 000. Donc, au Québec, actuellement, on peut dire sans trop se tromper, qu'il y aurait à peu près 80 000 femmes musulmanes au Québec. Et là, c'est de voir quelle est la portion de ces femmes qui ne se voilent pas et qui se voilent. Et ça, nous ne le savons pas. Est-ce que ce sont 50%? Est-ce que c'est 40%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 60%? Mais assurément, ce n'est pas 80 000. Mais le maximum de femmes qui pourraient potentiellement se voiler au Québec serait au nombre de 80 000. Et ce 80 000 se trouve à être en bas de 1% de la population québécoise. C'est le chiffre le plus proche et le plus réaliste auquel on pourrait se référer. Donc là, il faudrait dénombrer le nombre de femmes qui ne se voilent pas. Déjà dans la salle où on pourrait faire lever la main à ces femmes musulmanes qui ne se voilent pas. Et je suis de confession musulmane et je ne me voile pas. Et il y en a beaucoup plus. Mais on pourrait partir de ce chiffre de 80 000 qui est un chiffre maximal possible. Évidemment, selon les statistiques disponibles, Statistique Canada, Statistique Québec. Et donc, de ce fait, je me suis dit, d'accord, si on ne peut pas voir, et pour moi, de toute façon, ce n'est pas la donnée la plus importante, parce que visiblement, ce n'est pas tant de les pointer du doigt que de voir quelle est leur condition, comment elles le vivent, qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours dans ces femmes. Et je me suis davantage attardée à cette question-là. Donc, vous avez sûrement entendu parler, tous et toutes, des débats qui ont lieu sur ces femmes. Vous avez tous et toutes entendu parler de tous ces débats et je vais commencer un peu plus ma conférence et par passer sur une théorie de la reconnaissance et une théorie de la justice sociale et pour conclure avec une recherche que j'ai faite auprès de jeunes femmes voilées et à qui finalement j'ai donné la parole, qu'elles nous parlent effectivement de leur vécu, de leur expérience de vie et de leur expérience d'injustice dans un deuxième temps. Donc, on va commencer. Vous remarquerez déjà le titre paradoxal de ma présentation, l'invisibilité de ces femmes trop visibles. On les voit, on les nomme, on les insulte, mais finalement, socialement, elles ne sont pas vues. Et on verra de quelle forme d'invisibilité ici nous parlons. Donc,
Et ce titre se réfère un peu à l'article de Francis Dupuy-Derry, sûrement duquel vous avez entendu parler, qui a écrit un livre sur « Je veux être une femme voilée ». Et dans ce livre, il nous dit que alors qu'on les dit soumises, aliénées, irrationnelles, infantilisées, manipulées, en même temps, on les dit dangereuses, terroristes, djihadistes et venues à l'assaut de l'Occident. Tu sais, elles nous envahissent. Donc, et elles sont faibles et elles sont aliénées, et en même temps, elles sont dangereuses et elles ont un super pouvoir. Déjà, il y a une très grosse contradiction qui est là, et ça nous montre un petit peu toute la problématique autour des préjugés tu sais, qui entourent les femmes voilées. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il? Il faudrait donc commencer par les laisser parler, il faudrait commencer par les entendre, il faudrait commencer par les écouter. Et donc, il faudrait commencer par les considérer comme des interlocutrices valables et qui sont rationnelles. En parlant de ça, je vais me référer un petit peu à quelle est un petit peu cette idée commune qui se propage à travers la société sur ces femmes et leur rationalité. Et en parlant du projet de loi contre le port du voile islamique en France, qui, faut-il le rappeler, est devenu le modèle à suivre de certains de nos décideurs politiques, notamment avec le désir de mettre en place la charte des valeurs ou l'interdiction des ports des signes religieux dans l'espace public ou dans la fonction publique. Christine Delphy a bien résumé la position des partisans de cette loi. Christine Delphy qui nous dit: la vue du foulard leur est insupportable. Ils et elles ne veulent même pas en discuter avec les jeunes filles voilées. Et à quoi bon discuter avec des personnes manipulées, aliénées? Donc, d'emblée, les lignes sont tracées. Nous savons ce que signifie ce que vous portez. Nous savons mieux que vous ce que vous faites. Et rien de ce que vous pourrez dire n'entamera nos certitudes. Quand on décide qu'une partie de la population ne maîtrise ni ses conduites ni leur sens, c'est qui est la définition de la maladie mentale. Discuter est non seulement inutile, mais même dangereux, puisque cela suppose de se laisser toucher et peut-être contaminé par un discours pathologique. La seule chose qu'on puisse faire pour ces personnes, c'est les protéger contre elles-mêmes, contre leurs manipulateurs, et si on n'y arrive pas, protéger les autres de la contamination en les retirant des rayons. Ça nous dit quand même l'idée générale et les préjugés à partir desquels on regarde ces jeunes femmes voilées. Et là, je vais davantage me prêter à un exercice ici de essayer de démontrer comment, par exemple, ce déni de reconnaissance, ce déni d'être capable même d'avoir un discours rationnel et du coup de ne pas être considérée comme une interlocutrice adéquate, je vais passer par une théorie qu'on appelle la théorie de la reconnaissance. La théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth. Reconnaître que l'autre est un interlocuteur valable, reconnaître que l'autre a une valeur, et vous allez voir comment c'est intéressant. Et à partir de ce cadre, on va comprendre un petit peu quelles sont un petit peu les conditions à partir desquelles, effectivement, dans une société telle que la nôtre, avec les débats qu'il y a actuellement, on peut s'attendre à un enracinement ou encore à une intégration, appelez-le comme vous le préférez. Donc, Axel Honneth soutient que le terme de reconnaissance désigne une attente fondamentale chez l'être humain. Le besoin de reconnaissance, selon Honneth, est en effet l'une des caractéristiques que l'on peut nommer une nature humaine, à condition d'ajouter que la nature humaine est toujours intersubjectivement et socialement constituée. Donc la reconnaissance nous vient des autres et du lien que nous avons avec les autres. Et cette reconnaissance, finalement, elle a plusieurs formes, on va les regarder. C'est ce qui apporterait un rapport positif à soi dans la construction de l'identité d'un individu. Et dans un processus migratoire, vous savez qu'il y a toute une problématique de réagencement identitaire et de positionnement identitaire, notamment à l'appropriation des éléments culturels de notre culture qu'on ajoute à la nôtre. Et donc, le rapport positif à soi est donc, de ce point de vue, intersubjectivement constitué, et il est constitué dans des rapports de reconnaissance. Et parce qu'il est intersubjectivement constitué, il est également vulnérable au rapport aux autres, ce rapport de connaissance. Selon Honneth, il y aurait donc différentes formes de reconnaissance. On va les regarder un tout petit peu. Donc, et ces formes de reconnaissance sont essentielles, sont fondamentales à l'identité humaine.
et tout du moins au vivre en société. Donc, il y a 3 formes de reconnaissance ici. Et on a donc la première forme de reconnaissance, la reconnaissance affective, la deuxième, la reconnaissance juridique, et la troisième, la reconnaissance culturelle. Quand on parle de la reconnaissance affective, c'est la reconnaissance que nous avons d'un point de vue plus personnel, dans notre milieu proche, c'est-à-dire les relations primaires, relations amoureuses, relations familiales, relations amicales. Et cette forme de reconnaissance nous fournit un rapport positif à nous-mêmes que Honneth appelle la confiance en soi. Cette confiance en soi nous donnerait un équilibre constitutif de notre identité et un rapport positif à nous-mêmes. À défaut d'avoir cette reconnaissance ou cette confiance en soi, donc la composante vulnérable de la personnalité serait donc l'atteinte à mon intégrité physique ou encore l'atteinte à mon intégrité psychologique, que ce soit la maltraitance, que ce soit la violence conjugale, que ce soit l'intimidation, que ce soit la torture, par exemple, qui pourrait mettre en péril cette forme de reconnaissance ou tout du moins la confiance en soi. La deuxième et troisième qui nous importe un peu plus, donc la reconnaissance juridique, c'est la reconnaissance, c'est la personne juridico-morale. Donc, c'est le sujet auquel est reconnue la capacité formelle et universelle de poser des jugements pratiques et de rendre compte de ses actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'idée de reconnaître la capacité à une personne de raisonner. Ce que visiblement, dans le discours commun, on ne reconnaît pas aux femmes voilées. Elles seraient inconscientes, manipulées, soumises, aliénées, etc. Et qu'est-ce que ça atteindrait dans la composante vulnérable de la personne? Ben, c'est l'intégrité sociale. Donc, c'est une atteinte à l'intégrité personnelle, c'est une atteinte à la non-reconnaissance de nos droits de nous exprimer, nos droits comme citoyens, la liberté de s'exprimer, la liberté de s'associer, la liberté de croyance, de culte, par exemple, tu sais, qui pourrait être mis en péril, et atteindre le respect de soi que devrait fournir l'État dans cette forme de reconnaissance. La troisième, qui est très importante et qui probablement nous touche le plus, c'est la reconnaissance culturelle. La reconnaissance culturelle, ça réfère à une communauté de valeurs. Chaque individu, en tant que sujet, appartient à une communauté de valeurs. Et cette communauté de valeurs, si elle est dénigrée, si elle est mésestimée, si elle est démonisée, que ce soit dans ses styles de vie, que ce soit dans sa religion, que ce soit dans ses croyances, mais ça affecte l'estime de soi. A contrario, si on a effectivement une contribution positive, valorisée, estimée dans la société, ben, ça insuffle un rapport positif à soi qui est, dans cette forme de référence, l'estime de soi. Quelles sont les atteintes ou les composantes vulnérables de la personnalité? Donc, quand on a un déni de reconnaissance de cette forme, ben, ce serait l'honneur. On atteint l'honneur de la personne, l'honneur social, on atteint la dignité de la personne. À travers quel comportement? À travers des comportements concrets dans la société. Ben, notamment la difficulté de trouver un emploi, notamment la surqualification, notamment le taux de chômage qui est plus élevé, notamment toute la question du blâme social, du profilage, de la stigmatisation, de l'exclusion sociale, de l'islamophobie, qui mettrait en péril cette forme de ce rapport positif à soi. Et donc, finalement, l'identité aurait besoin de ces 3 formes de reconnaissance pour effectivement avoir un équilibre positif et un rapport positif à soi. Ce qui est essentiel dans une société dans laquelle nous avons à vivre et à composer avec différentes groupes culturels et différentes personnalités. Un point important est que ces différentes sphères de reconnaissance sont également des sphères de justice. Et donc, il y a un autre philosophe très intéressant qui s'appelle Emmanuel Renaud. Emmanuel Renaud qui a travaillé sur l'expérience de l'injustice. Et ce qu'il trouve intéressant, il fait de la philosophie politique ou de la philosophie éthique. C'est qu'il nous dit, il parle de la justice, il nous dit, nous avons un gros problème dans la définition de ce qu'est la justice, de ce qu'est la justice sociale. La définition que nous avons actuellement de la justice sociale relève d'un idéal. Donc nous avons une définition idéale de la justice. Et quand on parle de l'injustice, l'injustice serait finalement l'absence de cette justice. Mais donc ça serait une espèce d'injustice idéale. On est loin du concret. Qu'en est-il de l'injustice concrète? Et le problème de la définition de l'injustice à partir de l'absence de la justice, c'est qu'elle n'a que les mots de cette justice idéale.
Tandis qu'une injustice vécue à tous les jours, l'expérience de l'injustice n'a pas les mots. Elle n'est pas reconnue comme telle. Ce qu'on définit comme injustice étant l'absence d'injustice. Donc, ce qu'il nous dit, si on veut réellement, concrètement, avoir une bonne définition de ce qu'est la justice, nous devrions, entre autres, partir des expériences d'injustice pour définir qu'est-ce que serait une meilleure justice. Et, évidemment, dans une volonté de justice sociale, à partir de là, ben, on ne devrait pas s'arrêter à distribuer et redistribuer des richesses. C'est souvent comme ça qu'on le voit et qu'on l'interprète. On devrait aussi prendre en compte la logique de reconnaissance, selon ce que Axel Honneth nous dit. Donc, il veut rendre compte de la diversité de ces expériences d'injustice. Quelles sont-elles, ces expériences d'injustice? C'est la manière dont l'injustice affecte notre existence. Ce sont les conséquences concrètes des normes, des institutions, des comportements, de la société, en fait, en général, vis-à-vis de la personne qui vit cette injustice. C'est aussi, surtout, tenir compte des injustices invisibles, des injustices qui ont de la difficulté à se dire, qui ont de la difficulté à s'exprimer. Elles se sentent, mais elles ne sortent pas. Et donc, donc, il faut regarder dans ce cas-là le vécu d'injustice. Et à contrario du débat que Delphi dénonce, c'est qu'effectivement, cette expérience d'injustice, elle viendrait d'où? Ce vécu d'injustice viendrait de qui? Mais il viendrait des personnes qui vivent cette injustice. Donc, le premier point à regarder, c'est de donner la parole à ces personnes qui ont vécu l'injustice et qui, effectivement, ont une souffrance sociale liée à cette injustice qu'ils vivent et qu'ils ne sont pas capables de nommer ou dont ils n'ont pas le lieu pour qu'on les écoute. Donc, à cet effet, j'ai fait une recherche exploratoire où j'ai questionné 26 femmes voilées. J'ai questionné 26 femmes voilées ici au Québec dans les deux dernières semaines. Et ces 26 femmes qui ont été questionnées, voici un peu les résultats. Donc, je vous dis tout de suite que c'est une recherche exploratoire. Ce n'est pas un échantillon qui est représentatif dans la mesure où est-ce que je ne l'ai pas tiré d'une façon aléatoire. C'est des gens que j'ai connus à gauche et à droite. Et juste avant de parler de ce questionnaire, je veux remercier Ezra Essaoui, à travers laquelle j'ai eu accès à ces femmes et qui a travaillé avec moi pour pouvoir distribuer ces questionnaires. Et je précise aussi que dans ces questionnaires, il y avait beaucoup de questions fermées, mais il y avait quand même 2 questions ouvertes, très importantes, l'une sur la signification du voile et l'autre sur sur les exemples d'expériences d'injustice et d'humiliation qu'elles ont pu vivre dans la société québécoise aujourd'hui. Donc, il y a quand même des éléments très intéressants et très étonnants qui ressortent. Sur les 26 femmes questionnées, 18 d'entre elles sont nées au Québec, c'est-à-dire 69% de mon échantillon sont nées au Québec. Ce qui n'est pas du tout représentatif parce qu'il y a une concentration ici de jeunes femmes qu'on a questionnées, qui avaient dans la vingtaine et qui sont nées ici. Mais dans l'ensemble du Québec, ce qu'on sait, c'est que 27% des femmes musulmanes sont nées ici. 27%. Donc, retournez dans votre pays, dans ce cas-là, il devient K2 qui est complètement non avenu. Et 25 des 26 femmes sont nées aussi dans la religion musulmane. Donc, ce n'est pas une conversion, c'est aussi un environnement culturel dans lequel elles ont été éduquées et dans cet environnement dans lequel elles ont aussi acquis la culture. Pas seulement la religion musulmane, mais la culture musulmane. L'âge moyen auquel elles ont commencé à porter le voile dans cet échantillon, il est de 13 ans, 23. 23 des 26 femmes qui ont été questionnées ont des femmes dans leur famille, dans leur entourage qui portent le voile. Donc, on pourrait vraiment, dans ce cas, penser qu'il y a une influence culturelle, il y a une influence familiale dans la construction identitaire de ces jeunes filles qui les portent
à porter le voile. Et là, on n'est pas en train de parler de l'obligation d'un marteau sur la tête, de la soumission absolue. On parle de tout le monde qui s'inspire du modèle familial pour construire ce qu'il est. 22 sur les 26 femmes ont répondu non à la question « Si un employeur vous demandait d'ôter votre voile, le feriez-vous » Il n'y en a que 4 qui le feraient, mais ça dépendait de l'emploi. Elle ne le ferait pas pour un Jean Coutu, elle ne le ferait pas pour un petit magasin, mais pour des emplois plus prestigieux qui auraient beaucoup plus d'importance, il y en a seulement 4 sur les 26. Mais il y a une petite ouverture, mais la majorité, c'est un non catégorique. C'est-à-dire que je n'ai pas à faire ce choix-là. Donc, vous comprendrez que dans l'hypothèse d'avoir une loi qui interdit le port des symboles religieux dans la fonction publique, beaucoup de femmes, très probablement, refuseraient l'emploi si on leur demandait d'enlever leur voile. D'accord? Ici, on va bien distinguer, on ne parle pas de la niqab, on ne parle pas de la burqa, on parle vraiment du voile qui couvre les cheveux et non pas le visage. D'accord? Et quelque chose d'encore plus aberrant, c'est que sur ces femmes, je posais la question, avez-vous déjà subi des insultes sur votre tenue vestimentaire ou sur votre voile? 20 jeunes femmes sur les 26 ont répondu que oui, des insultes. Et là, on va regarder la nature des insultes. Dans un premier temps, je leur ai demandé la fréquence de ces insultes. Ces femmes, ce sont des jeunes femmes entre 20 et 24 ans qui, une fois par mois, pour 42% d'entre elles, se font insulter. Pour à peu près donc 6 femmes sur les 26, c'est une fois par semaine qu'elles reçoivent des insultes, des comportements méprisants. Et il y en a quelques-unes qui n'en reçoivent jamais. Là, ensuite, je leur ai demandé quels sont les endroits où on vous insulte le plus, où vous êtes victime de ces comportements. Et ce qui est ressorti, c'est que, effectivement, dans l'autobus, dans le métro, dans la rue, ce sont les endroits les plus fréquents où ces femmes sont confrontées à du mépris, à des insultes, à des injures de toutes formes. Et 42% d'entre elles sont confrontées à ces types de comportements dans les magasins. Donc, auprès de monsieur et madame tout le monde, là, on n'est pas dans la fonction publique, là, tu sais. Ensuite, à partir des questions ouvertes, je leur ai demandé de me dire, mais quels sont ces comportements, quelles sont ces attitudes qu'on vous adresse, qu'on vous sert quand on vous insulte. Et regardez bien qu'est-ce qui est ressorti. Se faire traiter de terroriste, 19% d'entre elles se font traiter de terroristes. Se faire dire retourne dans ton pays, 35% d'entre elles se sont fait dire. Rappelons-nous, 69% de ces jeunes femmes sont nées ici. D'accord? Quelque chose que je trouve quand même assez indignant. 5 d'entre elles se sont fait cracher dessus, dans le métro, dans la rue ou dans un magasin. Cracher dessus. Les regards méprisants, c'est ce qu'il y a de plus commun. Donc, 54% d'entre elles témoignent de regards méprisants. Et les insultes, les commentaires, ce qu'elles se sont fait dire, sale voilée, estide voilée, sale pute, salope d'arabe, ce sont autant de qualificatifs qu'on leur a adressés dans le métro, dans la rue, dans les magasins. Se faire arracher le voile, il y en a 3 d'entre elles qui ont subi ça. C'est une agression physique. L'allusion au viol, 2 d'entre elles se sont fait dire, et là, il me tient à cœur de vous lire ce qu'elles ont dit. Dans le métro, un homme m'a déjà collé par derrière et frotté son truc sur mes fesses en me chuchotant « Les voilés m'ont toujours fait bander ». Un autre témoignage de cette nature, laissez-moi le trouver, s'il vous plaît. Un homme inconnu m'a déjà dit en sortant du wagon de métro « Je te violerai au paradis, ma petite vierge ». Et donc, sans parler aussi d'un homme qui a lâché son chien sur moi au parc, une fille qui a vécu ça, et les commentaires du genre « ôte ton voile » qui reviennent quand même dans 35% des cas. Et donc, vous comprendrez que c'est inacceptable, c'est quelque chose de complètement intolérable. Dans un deuxième temps, je leur ai demandé dans une question ouverte « Que signifie le voile pour vous ?» Pour contrecarrer cette idée que finalement elles n'ont pas de rationalité, elles ne savent pas, ou encore elles sont là dans le but de nous envahir et de propager la religion musulmane, à contrario de discours complètement délirants de Madame Ben Habib, par exemple. Et là, la majorité d'entre elles, 50% d'entre elles disent « c'est mon identité ». Ici, elle parle d'une identité morale et même d'une identité individuelle.
35% invoquent la pudeur et la modestie, 50% invoquent la spiritualité, c'est-à-dire je me rapproche de Dieu et le fait de le porter fait en sorte que je me sens plus proche de mon Créateur. 2 d'entre elles me disent, ça me protège contre les abus sexuels. Pour ça, j'étais à contrario, donc ce qu'on a vu dans le métro, ça ne protège pas tant que ça, visiblement. Mais, 5 d'entre elles me disent, il me protège des tentations, il fait de moi une meilleure personne. Il me garde plus forte et ça m'aide à devenir une meilleure personne. D'autres, 3 d'entre elles, ça me donne un réconfort. Et une a dit, je porte le voile par influence culturelle, par habitude, parce que je vis dans cette communauté et j'en suis fière. Donc, on est loin de la propagande politique, on est loin de cette volonté d'envahissement. Et au contraire, ce qui ressort, c'est que je cherche à être une meilleure personne et je cherche à moi-même me contrôler et être plus pudique, plus modeste, etc. On peut se poser la question, est-ce que le respect ne passe que par le port du voile? Est-ce que la modestie ne passe que par le port du voile? Mais leurs raisons sont légitimes. C'est ces raisons auxquelles elle croit. Donc, si on veut parler d'enracinement, si on veut parler à la lumière de ce que je viens de dire, on veut parler d'intégration, on veut parler d'exclusion sociale, on veut parler de reconnaissance, vous comprendrez bien que ces attitudes, c'est un total déni de reconnaissance, c'est un mépris social, c'est un non-respect de la dignité de ces femmes. Qu'on soit contre, qu'on soit pour le voile, la question n'est pas là. On est en train de viser des individus qui n'ont rien fait, qui ne font que se promener dans la rue, qui ne font que se promener dans le parc. Donc, pour conclure, je vous lirai une citation intéressante quand on parle d'enracinement, quand on parle d'intégration. Une citation de Zvedan Todorov qui parle des barbares, la peur des barbares, qui finalement nous dit les barbares, c'est ceux qui traitent les autres de barbares. Tu sais? Et donc, je vais conclure avec cette citation, écoutez bien. Il y a certaines conditions extérieures qui s'avèrent favorables à une prise de distance de notre culture, de telle manière qu'on puisse effectivement s'adapter ou intégrer notre culture. Il nous dit, si le groupe porteur d'une culture est persécuté ou discriminé, l'éloignement par rapport à ces traditions peut être vécu comme une trahison et donc refusé. Les persécutions nazies ont amené de nombreux juifs auparavant assimilés à découvrir ou redécouvrir les traditions juives. De nos jours, les discriminations dont souffrent parfois les Maghrébins, les Arabes, dans les pays occidentaux, provoquent chez certains d'entre eux une revendication fière de l'identité d'origine et un désir d'en revenir à leur tradition. Si l'on m'insulte ou me tient en suspicion parce que je suis d'origine algérienne ou marocaine ou arabe ou musulmane, je me sens agressée dans une partie de mon identité. Vouloir m'en détacher à ce moment-là serait rejoindre mes agresseurs et affaiblir mon sentiment d'exister. Il est beaucoup plus facile de s'engager dans la voie de l'arrachement si ma culture ou la communauté qui la porte ne sont pas mises en question à ce moment-là. D'un autre côté, le détachement est plus aisé lorsque je reçois par ailleurs des gratifications personnelles qui renforcent mon sentiment d'exister, qu'elles soient liées à mon travail, à ma fortune ou à mon apparence physique. Quand en revanche, on manque d'éducation, de travail, de perspective de réussite, l'appartenance au groupe reste un recours efficace. J'appartiens, donc je suis. Et l'appartenance au groupe devient un lieu de réconfort. Quand, dans la société, je ne suis pas reconnue, je ne suis pas valorisée, ou je retrouve ce besoin essentiel de reconnaissance à l'intérieur de cette communauté, de laquelle je ne suis jamais rejetée. Et j'arrête là. Merci beaucoup.